santé au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Le Togo et le Bénin vont en guerre contre les pratiques illicites de pêche. Pour une synergie d'action, une opération conjointe de surveillance du littoral a été organisée. Des précisions à découvrir dans ce journal. Les taux de contamination à la COVID-19 augmentent ces derniers jours au Togo et la coordination nationale de riposte tire déjà la sonnette d'alarme à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Vous aurez le compte-rendu de la rencontre hebdomadaire de la coordination avec la presse dans ce journal. Et puis, c'est l'actualité depuis plusieurs jours au Togo. L'interpellation de journalistes fait couler beaucoup d'encre. Et ce soir, le procureur de la République se prononce. Déclaration à suivre dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Depuis plusieurs décennies déjà, le Conseil ouest et centre-africain pour la recherche et le développement agricole CORAF et la CEDEAO sont unis pour une meilleure politique agricole dans la sous-région. Depuis ce matin, l'heure du bilan de toutes les activités menées a sonné. Le compte rendu avec Yata Arate. La politique agricole de la CEDEAO s'est vue assigner l'objectif de contribuer de manière durable à la satisfaction des besoins alimentaires de la population. Le CORAF, bras technique de la CEDEAO, a pour mission de faire exécuter plusieurs programmes et projets contribuant à la réalisation de cette politique agricole. L'heure est à l'examen. La première des choses, c'est le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Cela a été important en cas de situation de crise comme lorsque Ebola a frappé dans certains pays voisins, sous l'égide du président Faure Gnassingbé, à la demande donc de la CEDEAO. On a été au niveau du CORAF sollicité pour mobiliser l'expertise et les compétences régionales pour transporter des semences depuis le Nigeria, depuis le Togo, depuis le Sénégal, afin de renflouer l'économie agricole des pays touchés de la Guinée, du Libéria et du Sierra Leone. Le chantier est encore énorme pour atteindre l'objectif fin zéro à l'horizon 2030. Et pour y parvenir, le CORAF a collaboré avec des institutions des pays membres pour l'utilisation des informations agrométéorologiques dans la gestion de leurs opérations agricoles. Nous avons pu développer à travers le programme de PPAO des variétés de semences améliorées. Nous avons développé des technologies pour pouvoir mettre en place, améliorer la productivité. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons que le Togo fait partie des pays qui ont pu boucler leurs dispositifs pour qu'on puisse bénéficier de cette nouvelle initiative, c'est-à-dire le programme de résilience des systèmes alimentaires. Le CORAF, responsable de la coordination régionale du PPAO, a mis à la disposition du secteur agricole au cours des 10 dernières années plus de 200 technologies. La CEDEAO ne compte pas baisser la garde. Un grand pas a été fait au niveau du programme de productivité de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Ce programme, nous l'avons clôturé en décembre 2019 et là, nous démarrons avec un nouveau cycle de programme. Cette session permet alors au CORAF et à la CEDEAO d'échanger sur les dispositions pratiques de l'implémentation de 2 projets. Les 2 institutions établiront une feuille de route sur la stratégie régionale intégrée des intrants agricoles. Une meilleure politique agricole dans la sous-région, oui, mais surtout basée sur l'utilisation d'intrants organiques en lieu et place des engrais chimiques. Et c'est d'ailleurs l'objectif de Terre Humanisme et Agronome Vétérinaire en formant les producteurs du Tchaoudjou à l'agroécologie. Voyons cela avec Désiré à l'œil. C'est un engagement pour eux, acteurs de l'agriculture écologique, la promotion des intrants organiques bio dans la production agricole pour fournir des aliments sains tout en protégeant l'environnement. Vous voyez qu'aujourd'hui, le maïs, l'igname, le haricot ont perdu leur goût. L'igname que l'on pouvait garder aujourd'hui commence par pourrir après un mois. C'est ça qui nous a poussé
à commencer par sensibiliser tous les producteurs, les consommateurs. C'est une question d'intérêt commun, de santé publique. Nous n'avons pas besoin que l'État nous dise de ne pas faire. C'est nous qui devons prendre conscience que ce que nous consommons doit être la base de notre santé. Vous voyez aussi que la question de l'environnement est une question préoccupante aujourd'hui. Nous voulons que les gens changent de comportement et que l'on puisse commencer par utiliser les produits organiques que nous avons autour de nous. Terre Humanisme et Agronomes Vétérinaires Sans Frontières AVSF soutiennent Al-Barka, champ-école de promotion des alternatives aux intrants chimiques. Le Togo a un potentiel énorme en matière d'agroécologie, une dynamique de conservation de l'agriculture. Aujourd'hui, on va faire la pratique sur le biochar, quelle est son importance, qui est utilisé à neutraliser nos sols, là où il y a trop de produits chimiques, qui est pour piéger les éléments chimiques, et qui est là pour capter les éléments nutritifs pour mieux produire. Et après, on va sensibiliser sur les autres produits comme le compost bokashi, les bio-insecticides. Ils viennent de toute la préfecture de Tchaoudjo, 2 jours, pour renforcer leurs capacités dans la production et la gestion des intrants organiques, échanges et pratiques à assimiler et à vulgariser. L'utilisation d'intrants organiques et surtout l'adaptation au changement climatique est le secret pour une meilleure production. Un producteur de coton dans la commune de Ziol l'a compris et a su produire une assez grande quantité d'or blanc. Hier, il a partagé son savoir-faire avec d'autres producteurs en visite. Marie-Reine Abita, Clarisse Aticlet pour des précisions. Pour l'année 2021, la production cotonnière a connu une baisse et pour cause, l'irrégularité des pluies. Malgré cette situation, certains cotonculteurs ont obtenu de bons rendements. Palakiem Nyanjao est l'un des meilleurs producteurs de coton. Pour 40 hectares cultivés, il est sûr d'aller au-delà de 35 tonnes. Les itinéraires techniques. Ici, c'est ça que j'ai respecté. Et que si vous voyez le coton un peu donné, c'est bon. Et on nous a conseillé ici, tu veux repasser le traitement, il faut 2 semaines. Mais moi, par semaine, je traite. Sur le plan national, quand même, ce n'était pas moi seul. Cela dit quoi? Si les aléas climatiques nous accompagnent bien, nous on est là, nous on respecte. Cette réussite force l'admiration et l'on comprend toute la portée de la visite de ces différents acteurs dans les champs d'exploitation du sieur Nyanjao. Son savoir-faire est un cas d'école. Ce que nous retenons de cette visite est que chacun va apprendre beaucoup de choses et aller améliorer l'année prochaine. Parce que le producteur a bien respecté les itinéraires techniques. Il a démarré les plants à un plan par poquet. Il a fait le traitement rapproché et son coton a chargé bien. Nous venons aujourd'hui de visiter une parcelle vraiment qui est hors norme par rapport à tout ce que nous avons sur le terrain. En tant que vulgarisateur en charge de l'accompagnement des producteurs, c'est l'une des parcelles quand nous voyons, nous sommes fiers du travail que nous faisons sur le terrain. Et ce producteur a agi en tant qu'un entrepreneur, comme un professionnel qui a réajusté ou bien adapté son sol avec ce qu'il a eu à apprendre au niveau de la recherche. Olam et ITRA sont les partenaires qui accompagnent les cotonculteurs. Ils les convient à l'application et à l'usage efficient des techniques culturales pour accroître la production. Et l'autre filière qui émerge après quelques années de souffrance, c'est celle de l'or gris des savanes. Ne cherchez pas loin, il s'agit de la filière pintade reboostée grâce à un projet. Et Gérard Lagoudou nous en parle. Élevage sans frontières et l'association Élevage et Solidarité des familles au Togo ont donné un nouvel élan à la productivité dans la filière pintade. À travers le projet Or Gris des Savanes, avec l'appui de l'ITRA et de l'ICAT, la filière est passée de 80% à 40% en termes de mortalité et bien d'autres technologies d'amélioration en lien avec la première phase du projet. Il faut que l'Or Gris, la marque déposée, puisse s'asseoir, s'ancrer dans la région et que ça crée de l'emploi, ça crée de l'économie sociale solidaire au niveau local. À cette rencontre, partenaires et éleveurs vont partager les acquis de ce projet puis jeter les bases pour le démarrage de la phase 2. On s'intéressera davantage aux femmes et aux jeunes et donc on appuiera encore plus
leur renforcement de leur capacité, de leurs moyens de production en élevage de pintade. Il y aura aussi un volet environnemental qui sera plus marqué avec le développement de pratiques agroécologiques à travers des champs-écoles, le développement d'un dispositif de santé vétérinaire de proximité, la mise en place de règles de gestion collective des territoires. On prévoit justement de concrétiser les études qui ont été faites lors de cette phase 1 avec la mise en place de provenderies, d'unités de transformation de la pintade et d'unités de commercialisation des petits équipements pour l'élevage. Et la réussite de cette nouvelle phase permettra d'étendre le projet Ogri des Savanes sur toute la région, en vue de promouvoir les technologies de production améliorées et surtout briser la forte concurrence des produits carnés importés dans la droite ligne de la promotion du consommé local. La foire de la pintade première édition s'ouvre ici à Dapaon dans les prochains jours. Le Togo et le Bénin veulent protéger leur secteur halieutique et ils ont initié un projet conjoint de surveillance des activités illicites de pêche sur leur littoral. Opération qui a pris fin hier. Chance Nambaga nous en parle. Ceci n'est pas un exercice, mais une véritable traque des pêcheurs indélicats dans les eaux territoriales du Togo. L'initiative vient du comité de pêche du centre-ouest CPCO qui regroupe 6 États côtiers du golfe de Guinée, dont le Togo. L'enjeu, améliorer la gouvernance régionale des pêches et lutter efficacement contre toute forme de pêche illégale, non déclarée et non réglementée, dite pêche INN, tout au long du littoral ouest africain. Après 3 jours de manœuvre, le bilan est à la hauteur des attentes. Un navire de pêche industrielle a été interpellé parce qu'il opérait dans une zone pour laquelle il n'est pas autorisé. En dehors de ce navire, il y a aussi 4 pirogues qui ont été arrêtées. Il y a une des pirogues qui opérait dans la zone de mouillage et les 3 autres pirogues pratiquaient la pêche avec des engins prohibés. Ce résultat est vivement salué par le préfet maritime dont la structure a coordonné cette opération côté togolais. La même manœuvre s'est déroulée simultanément sur les côtes béninoises, confrontées également aux affres de la pêche illicite, comme dans l'ensemble du golfe de Guinée. Les pertes liées à ce type de pêche sont estimées à 23 milliards de dollars américains par an, selon l'organisation onusienne en charge de l'alimentation. Dans le golfe de Guinée, la pêche INN représente 37% des captures, ce qui est estimé à un coût de 1,3 milliard de dollars US de pertes chaque année. Par ailleurs, la pêche INN affecte les écosystèmes aquatiques et le bien-être des communautés vivantes de la pêche. Face à ces constats alarmants qui ont des conséquences incommensurables sur nos économies et partant sur les acteurs à la fois au Togo et au Bénin, le renforcement de la gouvernance des pêcheries devient une nécessité. Le ministre a également souligné l'arsenal juridique dont le Togo s'est doté pour réglementer les activités de pêche. Il a exprimé la gratitude des plus hautes autorités au gouvernement norvégien qui a financé cette opération conjointe, dont l'autre temps fort est cette fraternité d'armes entre les marines togolaises et béninoises en haute mer. Le temps de partager les expériences et capitaliser les bonnes pratiques afin de mutualiser les efforts pour faire face plus efficacement aux activités de pêche illicite dans le golfe de Guinée. Et après la pêche, l'élevage à présent, quel est l'état des lieux au Togo? Un rapport de synthèse sur l'élevage a été réalisé pour une meilleure promotion du dit secteur. Il a été rendu public du côté de Kara. La correspondance de Nestor Mozo sur place. En raison d'une production qui n'arrive pas à satisfaire les besoins en produits carnés sur le plan national, le Togo est obligé de se tourner vers l'extérieur pour en importer. Pour inverser la tendance, le ministère en charge de l'élevage a envisagé l'élaboration d'un plan stratégique de promotion de l'élevage. À ce sujet, 7 rencontres régionales ont été organisées durant la période du 12 mars au 7 avril 2021. À l'issue de ces rencontres de diagnostic des problèmes du secteur de l'élevage et de proposition des actions de promotion durable de l'élevage, un rapport de synthèse a été produit. C'est ce rapport qui est soumis à validation à cette rencontre de Kara.
En général, nous avons les contraintes de ressources humaines. Et ceci est en train d'être résolu par les différents concours que le gouvernement a lancés. Nous avons des contraintes de productivité, de travailler sur le génie génétique des animaux. Parce que nous avons constaté que nos animaux produisent peu de lait, produisent peu de viande. Nous allons aussi travailler sur l'alimentation. Pour produire, il faut une alimentation conséquente. Et quels sont les différents ingrédients sur lesquels il faut travailler pour satisfaire chaque spéculation? Nous avons alors la troisième contrainte qui est la santé animale. Avoir un plan national de prophylaxie pour toutes les spéculations. Le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, Dendiog Koulani, a relevé que le plan stratégique de promotion de l'élevage, qui sera élaboré à l'issue de la validation du rapport synthèse des rencontres régionales, devra s'arrimer à la feuille de route gouvernementale qui prévoit pour le secteur agricole de doubler toutes les productions végétales et animales à l'horizon 2025, et ceci pour satisfaire à deux principaux objectifs. Le premier, c'est d'assurer la sécurité alimentaire. Le deuxième consiste à renforcer les industries de transformation agroalimentaire. La coordination nationale de la gestion de la riposte contre la Covid-19 était cet après-midi encore une fois face aux professionnels des médias pour son point de presse hebdomadaire. L'information essentielle à retenir est qu'il y a une légère remontée des cas de contamination à la Covid au Togo. Les consignes de la coordination dans ce reportage de Clarisse Atikle. Quelques semaines d'accalmie et le Togo renoue avec l'augmentation des cas de contamination à la Covid-19. Les chiffres ont presque doublé cette semaine. Nous sommes à 117 cas cette semaine, contre 61 cas la semaine dernière, 46 cas la semaine d'avant, 45 cas il y a de cela 3 semaines en arrière. Tous ces cas, à 90%, concernent les voyageurs et en majorité les voyageurs à l'arrivée. Les gens arrivent toujours avec des papiers, des tests négatifs et les tests ici sont positifs. Nous continuons aussi par arrêter des faussaires. La bonne nouvelle, aucun décès enregistré. La coordination appelle la population à la vaccination. Du 22 novembre au 12 décembre, soit moins d'un mois, plus d'un demi-million de Togolais ont reçu leur dose. Il faut alors maintenir le cap afin d'éviter un regain de la pandémie en ces périodes de fête de fin d'année. Les prochains jours peuvent être difficiles si nous ne reprenons pas les choses en main. C'est la période des fêtes, il y a des interactions sociales par excellence, il y a le retour de nos frères et sœurs de la diaspora qui vont revenir pour fêter, il y aura les touristes, mais il y aura aussi les réjouissances familiales et collectives. Et c'est pour cela que nous encourageons tous les Togolais et Togolaises à renforcer de vigilance en misant surtout d'abord sur la vaccination et aussi le respect des gestes barrières pendant ces périodes de fête. Le Togo n'est pas encore sorti de la pandémie. Et avec le nouveau variant Omicron beaucoup plus contagieux, se faire vacciner et respecter les mesures barrières restent les seules alternatives pour en être épargné. Et à ce jour du mercredi 15 décembre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 26 466. 24 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 959. 7 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 263. Et le nombre de décès est passé à 244. Un nouveau décès a malheureusement été enregistré depuis hier. Et c'est un communiqué du ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et parlons toujours de la pandémie, les États-Unis en ont payé un lourd tribut et des membres du Congrès américain étaient réunis ce mercredi sur les marches du Capitole pour rendre un hommage aux 800 000 victimes de la Covid. Sur les marches du Capitole, une poignée de membres du Congrès se réunissent en hommage aux nombreuses vies américaines emportées par le Covid. À l'intérieur, dans l'hémicycle de la Chambre des représentants, l'heure est au recueillement.
Le président demande à tous les membres de l'hémicycle, ainsi qu'aux membres et au personnel du Capitole, de se lever pour 1 minute de silence en souvenir des 800 000 Américains décédés du virus Covid-19. Prions pour qu'ils reposent en paix. Plus de 50 millions de cas ont été confirmés sur le sol américain. La moyenne par habitant classe le pays à la 20e place mondiale, mais en nombre de décès, seuls le Brésil et l'Inde commencent à s'approcher des chiffres astronomiques des États-Unis. En termes de chiffres, il y en a un plus troublant encore que les autres. 450 000 Américains sont morts cette année. C'est plus qu'en 2020, malgré une vaste campagne de vaccination. Mais l'immense majorité des décès a frappé des personnes âgées ou non vaccinées, car seul 61,6% de la population a obtenu les 2 doses. C'est bien moins que la plupart des autres pays riches. Et la lumière n'apparaît pas encore au bout du tunnel. Les États-Unis sont au milieu d'une 5e vague particulièrement violente et l'arrivée du variant Omicron ne fait qu'ajouter à l'inquiétude ambiante. Dans l'actualité nationale depuis quelques jours déjà, l'interpellation de journalistes suscite des discussions au sein de l'opinion publique nationale. Et dans une déclaration, le procureur de la République apporte ses précisions. Le lundi 6 décembre 2021, j'ai été instruit par le procureur général près la cour d'appel de Lomé aux fins d'ouverture d'une enquête judiciaire sur dénonciation des ministres Kokuvi Agbetome, ministre de la Justice et de la Législation, Kodjo Adedje, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. La dénonciation portait sur des faits résultant d'une émission audiovisuelle à laquelle participaient M. Ferdinand Mensan Ayité et 2 autres personnes. L'analyse des faits ainsi dénoncés a révélé des incriminations d'outrage envers les représentants de l'autorité publique et la diffusion de fausses nouvelles de nature à troubler la paix publique, au sens des articles 490, alinéa 1, 491, alinéa 1, 492, alinéa 1 également, et 497 du nouveau code pénal. Suivant réquisition en la même date du 6 décembre 2021, j'ai saisi la brigade de recherche et d'investigation de la Direction générale de la police nationale aux fins d'ouverture d'une enquête judiciaire. L'enquête ouverte a conduit à l'interpellation le jeudi 9 décembre 2021 des nommés Ferdinand Mensan Ayité, Joël Vignon Kossi Ega et Koku Agbemeho Kouonou, tous les 3 journalistes. Une mesure de garde à vue de 48 heures a été prise à leur encontre, le temps nécessaire pour l'enquête. À l'issue de cette garde à vue, ils ont été présentés par devant le procureur de la République, ensemble avec la procédure d'enquête dont ils ont fait l'objet et des scellés constitués de pièces à conviction. À l'issue de leur interrogatoire, le procureur de la République, en raison des charges relevées à leur encontre, a immédiatement requis l'ouverture d'une information judiciaire. La poursuite de ces journalistes sur la base du droit commun, en l'occurrence le code pénal, se justifie du fait que les faits incriminés ont été commis par le canal d'un réseau social, moyen de communication expressément exclu du champ d'application de la loi numéro 2020-001 du 7 janvier 2020 relative au code de la presse et de la communication en République togolaise. Cette loi dispose en effet en son article 3 que les réseaux sociaux sont exclus du champ d'application du présent code. Ça veut dire le code
de la presse, lesquels réseaux sociaux sont soumis aux dispositions du droit commun. La loi apporte une précision de taille à l'article 156 en ces termes. Tout journaliste, technicien ou auxiliaire des médias, détenteur de la carte de presse qui a eu recours aux réseaux sociaux comme moyen de communication pour commettre toute infraction prévue dans ce code, c'est le code de la presse, est puni conformément aux dispositions du droit commun. Tous les 3 journalistes ont été inculpés par le juge d'instruction des chefs des incriminations énoncées plus haut. Et actuellement, l'information se poursuit et dans le strict respect des dispositions du Code de procédure pénale. Il y a lieu tout de même de relever que toutes ces personnes, depuis la phase de l'enquête de police, ont constitué avocats qui les assistent. Elles ont été inculpées en présence de leurs avocats et elles font l'objet d'actes d'instruction toujours en présence de leurs avocats. Ce communiqué du ministre de la Sécurité à présent. Un grave accident mortel de la circulation est survenu le mardi 14 décembre 2021 aux environs de 20h30 sur la route Ouarkambou-Dapan à hauteur du village de Mire, préfecture de Tandjouari. En effet, le camion de transport de marchandises immatriculé 11 GM 0406 BF revenait du marché de Ouarkambou à destination de Dapan. En plus des marchandises, le conducteur avait aussi des passagers à bord. Au cours du trajet et à hauteur du village de Mire, le chauffeur a perdu le contrôle de son volant et a poursuivi sa course dans le ravin où il s'est renversé sur son flanc gauche. On déplore malheureusement 12 morts, dont un enfant de 6 mois, 5 femmes et 26 blessés graves, dont un enfant de 6 mois. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile présente au nom du gouvernement ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Par ailleurs, il appelle les usagers de la route à plus de prudence et au respect scrupuleux des prescriptions du code de la route et rappelle également que les véhicules affectés au transport des marchandises ne doivent pas servir au transport de passagers. C'est un communiqué donc du général de brigade Damham Yark, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Quels sont les agents du ministère des Affaires étrangères qui ont marqué l'année 2021 par leur abnégation au travail? Ils sont 3 et ont reçu des prix d'excellence comme il est de coutume dans ce département depuis plusieurs années déjà. Le compte rendu avec Solange, Amandé et Christine Péchikéloudé. Tout au long de l'année 2021, ils se sont illustrés avec abnégation en donnant le meilleur d'eux-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions et ce, pour le rayonnement de la diplomatie togolaise. Eux, les voici, nominés prix d'excellence de la meilleure secrétaire et le prix du personnel. Le prix de l'excellence au sein du ministère des Affaires étrangères est à sa 7e édition. Si aujourd'hui je suis nominé, ce n'est pas que je suis meilleur que les autres. Tout le monde aux affaires étrangères travaille très bien parce que quand vous avez un meilleur coach, vous ne pouvez que bien jouer. Célébrer le mérite, le dévouement et la culture du travail bien fait au ministère des Affaires étrangères, la démarche est à saluer. Cet événement a pour objectif de motiver davantage le personnel et d'encourager l'excellence chez le personnel. L'innovation de cette année, c'est que des questions spécifiques à la fonction même du diplomate ont été introduites dans les questionnaires. Le personnel même apprécie leurs collègues par rapport à son travail, par rapport à sa consécration, par rapport à sa loyauté. Le challenge continue au sein de ce département ministériel. L'édition 2022 s'annonce avec beaucoup plus de rigueur, de détermination et d'engagement de la part des agents du dit ministère. Mais pour l'heure, il faut savourer ces prix.
Et de la musique pour terminer, vous l'avez donc entendu en fond sonore depuis hier soir, la rumba congolaise fait officiellement partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Une décision de l'UNESCO qui examinait la candidature de la rumba présentée conjointement par la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Petite histoire de la rumba ce soir. Taboulay Rochereau, Papa Wemba, icônes éternelles de la rumba congolaise, ou encore Fally Ipupa, ou Héritier Watanabe, nouvelle génération d'artistes d'une musique en mutation perpétuelle. Depuis des décennies, la rumba congolaise fait danser tout le monde de part et d'autre du fleuve Congo. À Brazzaville comme à Kinshasa, sa reconnaissance au patrimoine immatériel de l'UNESCO est une grande fierté. C'est une danse, un rythme qui nous a fait danser de l'enfance jusqu'à maintenant. On a reconnu mon enfance, on a reconnu mes origines, on a reconnu ma culture. Une culture forte qui s'inscrit dans l'histoire. Un exemple, Indépendance Tcha-Tcha en 1960. C'est par ce titre de Grand Calais et de son orchestre l'African Jazz que les Congolais apprennent la nouvelle de l'indépendance de leur pays, l'ex-Congo belge. Des paroles chantées en 3 langues, le lingala, le tchibula et le kikongo sur un rythme festif et entraînant. Ce sont les raisons d'un succès qui s'imposera très vite sur tout le continent, comme l'hymne anticolonialiste par excellence. La composition de la chanson mythique de l'indépendance, Indépendance Tcha-Tcha, est l'un des triomphes de l'histoire de notre pays et de notre musique. C'est une fierté pour nous, pour notre pays, le Congo. La rumba congolaise, un phénomène culturel qui va bien au-delà de la musique et de la danse. Comment la dissocier par exemple de la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes, véritable art de vivre à la congolaise, baptisée Sapologie, dont Papa Wemba était le plus célèbre des représentants. C'est une passion partagée par tous les Congolais. Elle est devenue tentaculaire de tous les domaines de la vie nationale. Tentaculaire aussi à l'international, la rumba congolaise s'exporte au-delà du continent et imprègne aussi bien le rock, le hip-hop que les musiques électroniques, grâce à plusieurs générations d'artistes très prolifiques. Et voilà, donc c'est sur cette belle ambiance de rumba que se referme cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis, notamment du côté de la RDC et du Congo-Brazzaville. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.